Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales et expert de l'économie russe et auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'intitule Le grand retour de la planification, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Bon, alors l'actualité, c'est évidemment ce sommet européen par rapport à la crise ukrainienne. Poutine offre un cadeau aux Européens en resserrant les liens de l'Europe ou pas? Oui, on peut le voir comme ça, effectivement, et très nettement. L'intervention russe en Ukraine a ressoudé, alors est-ce que ça durera, c'est un autre problème, mais a ressoudé les Européens. Après, il offre aussi d'une certaine manière un cadeau en permettant aux différents pays européens de prendre conscience que la question de l'énergie, c'est une chose importante, même si, évidemment, les intérêts des divers pays ne convergent pas nécessairement. Il les arrime beaucoup plus avec Washington ou pas? Pas nécessairement. Et si vous voulez, il y a un problème qui est très net. Admettons qu'on veuille se passer aujourd'hui du gaz russe. Bon, ça voudrait dire majoritairement importer du gaz liquéfié, puisque en fait, il n'y a pas d'autres sources. La Norvège ne peut pas produire. L'Algérie non plus, pas plus. Ouais. Le problème, c'est que les stations qui vont déliquéfier le gaz pour le transformer sous forme gazeuse, eh bien, elles sont déjà saturées. Ouais. Donc, il faudrait que l'on construise l'équivalent de 3 fois les stations déjà existantes pour pouvoir se passer du gaz russe. Autrement dit, oui, ça peut se faire à un horizon de 10 ans, si on en prend la décision, si vous voulez. Mais actuellement, c'est strictement impossible. Europe de la défense? Alors, l'Europe de la défense, là encore, beaucoup de déclarations, pas beaucoup de choses qui soient évidentes. Les 100 milliards d'euros des Allemands, c'est... Oui, les 100 milliards, mais on ne sait pas s'ils vont être dépensés en armement, ou s'ils vont plutôt, et ça serait d'ailleurs plus intelligent pour les Allemands, être dépensés en recherche. Ouais. Car, si vous voulez, c'est une vieille tradition que les crédits qui sont mis en plus pour la défense, dans tous les pays, c'est aussi vrai aux États-Unis en particulier, aillent dans la recherche, et très souvent dans la recherche fondamentale. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a le problème, si vous voulez, des retombées économiques de ces recherches. Par exemple, l'Internet. Ouais. L'Internet ne se serait jamais développé sans les travaux initiaux qui avaient été faits sur les réseaux d'information pour la marine américaine. Petit problème pour Paris, ils annoncent les Allemands acheter du F-35, donc de l'armement américain, Tout à au fait. moment où on doit construire une Europe de la défense. C'est un petit peu contradictoire, non? Absolument, absolument. Et en plus, ils achètent un avion qui n'est pas bon. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, on revient sur les sanctions. Bonne stratégie de l'Union européenne et de Washington sur les sanctions économiques pour obliger, normalement c'est le but des sanctions, la Russie à revenir au table des négociations? Alors, il faut savoir une chose, c'est que les sanctions, c'est à 80% du symbolique, à 20% du réel. Alors, C'est pratiquement dans tous les cas. Par exemple, les sanctions financières qui ont été prises, la coupure de SWIFT, on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact en Russie, qu'aujourd'hui, les cartes de crédit qui sont émises par les banques russes fonctionnent parfaitement, ah oui, qu'il y a un système qui permet à ces cartes de fonctionner à l'étranger. Autrement dit, que la Banque centrale de Russie et le système bancaire de Russie ont déjà contourné l'interdiction de SWIFT. Bon, ça c'est un premier point. Les sanctions qui portent sur les technologies de pointe. Oui, mais aujourd'hui, le monde occidental n'est plus dominant dans le domaine. La Chine, les pays d'Asie sont extrêmement importants. Donc là, on voit. Mais c'est vrai que c'est symboliquement quelque chose d'important. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire, oui, il faut le faire. Les oligarques? Les oligarques, écoute, là aussi, là aussi mais oui, parce qu'ils vont trouver toute une série de systèmes pour contourner. Alors oui, bien sûr, ils pourront pas utiliser, certains ne pourront pas utiliser leur yacht. Leur yacht. Oui, ils ont des avions. Ouais. Si vous voulez, ils sont à un tel niveau de richesse qu'ils pourront toujours trouver un moyen de contourner. Alors, qu'est-ce qui marche sur les 20%? Alors, ce qui est important, évidemment, c'est essentiellement le signal qu'on envoie. Et ça, oui, c'est quelque chose qui peut être entendu en Russie. Encore faut-il savoir graduer ce signal. Autrement dit, que l'on prenne des mesures contre l'agression russe qui a eu lieu en Ukraine. Oui. Mais tirer d'une certaine manière l'ensemble de nos cartouches. Alors que l'on sait pertinemment qu'il y aura une négociation. Et que c'est de cette négociation dont dépend en réalité le futur de l'Ukraine. C'est pas de la guerre. La guerre, d'une certaine manière, elle est jouée.
que ce soit en 2 semaines, que ce soit en 4 semaines, que ce soit en 6 semaines. On sait très bien que les Russes n'ont pas encore fait intervenir leurs troupes les plus compétentes. Ils ont énormément de réserves. Donc, on sait très bien que l'Ukraine ne peut pas gagner. Donc, ce qui est important, c'est ce qui va se jouer dans les négociations. Et c'est là où, par rapport au programme de négociation, les États de l'Union européenne devraient dire à M. Vladimir Poutine, il y a des choses qui sont acceptables pour nous et il y a des choses qui sont inacceptables. Si vous franchissez le pas de l'inacceptable, là, nous tirerons toutes nos cartouches. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur reste comme cartouche si jamais... Mais maintenant, plus grand-chose. Plus grand-chose. Donc, vous avez le sentiment qu'ils sont allés un peu trop vite et un peu trop loin dans les sanctions économiques, qu'ils auraient dû plutôt les étaler, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et ce qui me semble, c'est que nos gouvernants ont réagi dans l'émotion et ils n'ont pas réagi en politique, si vous voulez. Parce qu'on voit très bien quelles seront les conditions et quels seront les termes de la négociation. On voit très bien qu'il y a des choses qui sont acceptables, par exemple la neutralisation de l'Ukraine, oui, mais on voit aussi bien qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qui seraient la soumission du gouvernement ukrainien à la Russie. Vous diriez qu'on est sur la crête des sanctions ou qu'on est en train de basculer dans la guerre économique, ce que déclare aussi la partie russe sur ces questions-là ? Alors très clairement, les États-Unis, eux, ont basculé dans la guerre économique. Les pratiques d'embargo, voire les pratiques de blocus, sont des pratiques de guerre. Donc là, on n'est plus dans le domaine des sanctions. Ça, il faut le dire très nettement. Après, cela dépendra évidemment du sommet européen et puis de ses suites, puisque je pense qu'on continuera de discuter après le sommet européen. Mais là encore, il me semble dangereux que l'on franchisse la limite entre les sanctions et la guerre économique, pour une raison très simple. Si c'est la guerre économique, eh bien, je ne vois pas qu'est-ce qui peut retenir aujourd'hui la Russie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences de Russie, donc vous connaissez un peu l'élite russe. Oui. Là. Quelle est leur réaction aujourd'hui par rapport à ce qui se passe ? Alors, il y a des choses qui sont publiques. Il y a eu des pétitions de protestation contre la guerre qui ont été signées par un certain nombre de membres de l'Académie des sciences. Il y a à peu près 20% des membres qui l'ont signé. Donc, je ne parlerai que de ça pour ne pas mettre mes collègues en porte-à-faux. Mais on sait que ces pétitions ont circulé. Certaines ont recueilli énormément de signatures. Oui, il y a un mouvement, je dirais, pour la paix, qui, d'ailleurs, ne prend pas nécessairement position contre les demandes du gouvernement, mais dit simplement que la guerre est inacceptable. Elle n'a pas la solution pour régler le problème. Tout à fait. Mais le problème existe à leurs yeux, c'est-à-dire une présence un peu trop proche de l'Occident et de l'OTAN, des frontières. On peut penser à toute une série de choses. Et là, si vous voulez, on revient dans le domaine de la discussion politique. Bien. Mais l'idée que la guerre était inacceptable, oui, c'est une idée qui circule dans une partie. Il faut toujours le rappeler. Ce n'est qu'une partie de l'intelligentsia russe. Bon, mais c'est vrai que ça circule à ce niveau-là. Et dans cette partie de l'intelligentsia russe, est-ce qu'on croit à une escalade militaire, un affrontement contre l'OTAN et une escalade nucléaire ? Alors, beaucoup de gens le craignent. Maintenant, il faut savoir que ces gens ne sont pas des spécialistes de la question. Donc, c'est un petit peu toujours le problème. Je ne crois pas personnellement à ce type d'escalade parce que, pour l'instant, on voit bien que les deux parties respectent, d'une certaine manière, la grammaire de la dissuasion. Prenons ce qui s'est passé avec l'histoire des avions polonais que l'on voulait envoyer en Ukraine. Les MiG-29 polonais. Voilà. On savait dès le départ que c'était une pure gesticulation et que cette idée était morte dans l'œuf. Pourquoi ? Eh bien parce que ces avions, ils doivent décoller de quelque part, même si c'est piloté par des pilotes ukrainiens. Et le pays qui laisserait ces avions décoller pour aller se poser en Ukraine, d'une certaine manière, ferait acte de co-belligérance. Aucun pays de l'OTAN n'acceptera de faire ça. Et c'est pour ça que les États-Unis et l'OTAN ont tout simplement dit que cette question était morte, elle était finie. De votre point de vue, vous qui connaissez la Russie, il est solitaire vraiment, le Poutine, ou est-ce qu'il y a quand même des gens autour de lui ? Non. Là, si vous voulez, c'est faire une très grave erreur de croire que la décision est une décision d'ordre personnel. Il y a un groupe important
probablement entre 20 et 30 personnes, qui prend part à ces discussions, alors évidemment à des niveaux différents, et un groupe plus restreint d'une dizaine de personnes qui a réellement un pouvoir décisionnel. Alors bien sûr, Poutine, c'est le primus inter pares. Il est le président. Mais s'il a face à lui une partie, par exemple, du Conseil de sécurité nationale qui lui dit non, c'est trop dangereux, on ne peut pas le faire, il se pliera à cette idée, à cette position du Conseil de sécurité nationale. Non, moi, ce qui m'impressionne beaucoup plus, c'est de voir à quel point l'élite politique russe est unie sur cette question-là. Ah oui, sur la présence... Sur l'intervention. Sur l'intervention. On le voit, c'est véritablement une très grande majorité de l'élite politique. Dernière question, donc la déconnexion économique entre les élites russes et le pouvoir russe, qu'on espère à travers les sanctions, vous n'y croyez pas? Non, si vous voulez. Une chose, c'est les élites économiques, pas les élites politiques. Les élites économiques. Bon, elles sont quand même extrêmement redevables au pouvoir de leur position. On les voit mal sacrifier leur position simplement pour faire plaisir aux Occidentaux. Et je vous dis, au sein de l'élite politique, pour l'instant, on ne voit pas apparaître de divergence. Et donc, tout mettre sur une soi-disant irrationalité de Vladimir Poutine, c'est une très grave erreur. Merci Jacques Sapir pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et les podcasts. Au revoir.